Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je vois que les routes sont quand même plutôt congestionnées à La Réunion, mais je vois aussi que les amphithéâtres le sont aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui veulent apprendre, et ici apprendre l'économie et les sciences sociales. Donc je remercie Nicolas Moreau, le CPES, pour l'invitation. Donc, je précise que si vous avez une demande de clarification pendant l'exposé, levez la main, parce que ce n'est pas la peine de traîner quelque chose que vous ne comprenez pas pendant l'exposé. Et puis, on réserve ensuite une demi-heure, une heure aux échanges et aux questions que vous pouvez avoir sur beaucoup de questions qui vont être abordées. Alors, c'est un exposé qui va brasser assez large, hein, liberté économique et propriété. En fait, si je vous dis en un seul mot de quoi on va parler, c'est de savoir que nous vivons dans un régime de liberté économique, c'est garanti par la Constitution, mais est-ce que cette liberté économique va jusqu'au droit de propriété du sol, et en particulier, je ne vais pas me concentrer sur le sol agricole, mais sur le sol urbain. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'on peut reposer cette question à nouveau frais ? Eh bien, c'est ce que je voudrais vous engager à faire en puisant aussi dans l'histoire. Alors, évidemment, il y a le mot liberté qui renvoie tout de suite, immédiatement, on ne pense pas forcément à la liberté économique, on pense à la liberté politique, qui est un bien très précieux et rare parce qu'il y a à peu près que 30% des gens qui, dans le monde, bénéficient de cette liberté politique. Et vous savez que c'est un bien qui se conquiert en général, malheureusement, par la révolte et le sang. Alors ici, l'exposé va se concentrer donc sur la liberté économique, donc liberté de posséder, d'entreprendre, d'échanger. Donc aux Lumières, pendant la période des Lumières, au XVIIIe siècle, on associait liberté économique et politique. On pensait que l'une n'allait pas sans l'autre. En fait, vous avez de nombreux exemples aujourd'hui au XXIe siècle où vous avez l'une sans l'autre. Donc par exemple, beaucoup de liberté économique relativement en Chine sans aucune liberté politique. Mais vous pouvez avoir par exemple le Nigeria où vous avez la liberté politique, mais vous avez des restrictions en particulier sur la propriété de la terre. La terre est possédée a priori par l'État avant qu'il en décide cas par cas autrement. Alors les socialistes utopiques comme Proudhon pensaient des sociétés avec la liberté politique, mais sans la liberté économique qui, d'après eux, menait à l'inégalité, à la domination des possédants. Alors, liberté de posséder, donc liberté de posséder quel type de biens ? Vous avez, bon, je ne vais pas parler des biens non durables, parce que de toute façon, s'ils ne durent pas, la question ne se pose pas. Vous avez les biens durables de consommation, type par exemple voiture, frigidaire, etc. Mais ça, ce n'est pas un sujet. Après, vous avez parmi les biens des biens qui sont productifs, qui jouent un rôle dans le processus de production. Et ici, je vais m'intéresser particulièrement à des biens productifs qui jouent un rôle dans le processus de production, soit, disons, comme intrants, mais qui ne disparaissent pas forcément dans le processus de production. Et ce sont les biens qui ont été un peu donnés gratuitement à l'homme quand il est arrivé sur Terre. C'est donc tout ce qu'on peut appeler la nature, le sous-sol, le sol, les ressources naturelles, la mer, etc. Et je vais m'intéresser en particulier ici au sol urbain. Alors pourquoi est-ce que ce sont des biens un petit peu atypiques ? Eh bien, ce sont des biens atypiques parce que, en général, bien sûr, on peut trouver des exemples comme la terre prise sur la mer à Monaco, les polders aux Pays-Bas, mais l'homme n'a pas besoin de se fatiguer, il n'a pas besoin d'investir pour créer cette terre sur laquelle il va pouvoir, par exemple, construire des villes. Donc c'est un bien naturel qui, naturellement, est là. Et donc, le débat qui va nous occuper, c'est de savoir si ce bien qui est offert à tous au départ, est-ce qu'il doit faire l'objet de la propriété privée ou bien est-ce qu'il doit faire l'objet d'une propriété communautaire ou bien
de propriété de la part de l'État. Alors c'est un débat ancien qui traverse toutes les civilisations, de savoir s'il faut gérer en commun ou gérer d'une manière privée ce patrimoine naturel qu'est le sol, qu'est la terre. Alors la Révolution française, elle a tranché. Il y a l'historien politique Michel Vinocq qui a dit qu'au lieu d'avoir liberté, égalité, fraternité sur les frontons de nos mairies, on devrait avoir plutôt liberté, égalité, propriété. Parce que, et je le repréciserai, la Révolution française entérine le droit de propriété et sacralise quelque part le droit de propriété. D'ailleurs, le terme de solidarité n'intervient qu'en 1848, à la Révolution 1848. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas totalement enseigné dans les cours d'histoire, le fait qu'il y ait cette sacralisation de la propriété privée décidée par la Révolution française. Alors, ce débat entre liberté économique et propriété de la terre, elle a effectivement existé d'abord naturellement pour le sol agricole, puisque l'agriculture était la première activité depuis que les hommes se sont installés, depuis le néolithique. Et c'est un débat nouveau, relativement nouveau, qui a commencé, je dirais, à la fin du XIXe siècle pour la terre urbaine. Pourquoi ? Parce que le sol sert de support au logement et que, donc, pour construire un logement, il faut un sol. Et donc, il faut payer ce sol si vous êtes dans un régime de propriété privée. Et en fait, la valeur de ce sol est importante dans la valeur du logement. Alors, vous savez que le logement, c'est maintenant le premier bien économique. Si on regarde les dépenses des ménages, ça représente près de 30%, 28% exactement en 2024. 24% des dépenses de consommation en moyenne des ménages, c'est du logement. Alors que l'alimentation n'en représente que 12%. Donc hors boisson. En 1945, c'était pratiquement le contraire. Vous aviez 10% pour le logement et 30% pour l'alimentation. Donc on a eu une inversion complète et effectivement, les aliments, l'agriculture demande du sol, mais le logement demande aussi du sol. Et derrière cette bascule entre les dépenses en logement et les dépenses alimentaires, il y a le changement de valeur dans la valeur du sol urbain par rapport à la valeur du sol agricole. Ici, pour justifier l'intérêt de se focaliser sur le sol urbain, vous avez un graphe qui reproduit l'évolution de la valeur du sol dans la valeur des logements. Et donc, vous avez ce qu'on appelle la part du foncier dans la valeur des logements. Donc, c'est entre 1995 et 2020. Vous voyez qu'on est passé d'à peu près entre 15 et 20% avant 1995 à quelque chose qui est autour de 50% à partir des années 2005. Donc, aujourd'hui, en moyenne, quand vous êtes sur le marché de l'ancien et quand vous voulez acheter un bien, vous pouvez dire qu'en moyenne, bien sûr c'est une moyenne qui cache des disparités fantastiques, mais en moyenne, la valeur du foncier qui supporte le logement, c'est 50% de la valeur du logement. Et donc vous voyez que ici derrière, ce que ça décrit, bien ça décrit la fantastique envolée de la valeur des logements. La valeur des logements, si elle a progressé, c'est pas tellement en raison du coût de la construction. Le coût de la construction a évolué à peu près comme le coût de l'ensemble des biens de consommation, de l'indice des prix à la consommation. Si on défalque évidemment l'évolution de la qualité, le fait que la qualité des logements a progressé, vous avez donc la montée des prix du logement. C'est vrai à La Réunion, c'est vrai dans beaucoup de territoires métropolitains
dans les grandes métropoles et sur les côtes, la côte méditerranéenne, la côte atlantique, et puis quelques stations dans les Alpes, eh bien, ça repose sur le fait que le prix du mètre carré devient de plus en plus cher. Et donc, c'est une nouveauté, quelque part, dans l'histoire économique du monde. C'est la première fois qu'on a ce phénomène. Ce phénomène, je viens de le décrire par un simple graphique sur la France, il est mondial. Il vaut aussi bien pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. L'activité se concentre, l'activité de service en particulier, l'activité de création se concentre dans les villes. Les gens veulent habiter là où il y a des emplois, et ces emplois, en particulier bien rémunérés, c'est dans les cités, c'est dans les grandes villes, ou bien au bord de la mer, dans les zones touristiques. Eh bien, puisque tout le monde veut habiter à peu près au même endroit, pour des raisons économiques que je détaillerai, eh bien, le résultat, c'est une montée, une rareté de la terre urbaine, non pas une rareté de la terre en soi, mais une rareté de la terre urbaine. Et donc, on se dispute le prix des terrains dans une économie de marché. La dispute, si on est plusieurs à participer aux enchères, eh bien, ça fait monter le prix du sol. Donc voilà un petit peu ce qui motive cet exposé, que je vais aborder en considérant 4 points. D'abord, des références historiques, parce que, en fait, quand on regarde le titre de l'exposé que je vous ai proposé, Liberté économique et propriété, on peut tout de suite penser, ah oui, ça va être la propriété du capital productif, c'est-à-dire le débat instauré par le marxisme, par le socialisme. Alors qu'ici, le débat sur la propriété du sol, c'est un débat qui est ancien, qui précède, qui est pré-marxien, si vous voulez, pré-marxiste. Et donc, je vais retracer quelques grandes étapes de ce débat jusqu'à la Révolution française, où la légitimité de la propriété de la terre a été déjà questionnée. Ensuite, je continuerai par m'interroger sur la sacralisation de la propriété privée en France depuis la Révolution française. Et ensuite, j'aborderai le débat contemporain qui commence en fait à la fin du XIXe siècle par 2 auteurs, Henry George, qui est un Américain et qui a construit un mouvement qui s'appelle le georgisme sur la taxation, la captation même de la rente foncière, de la rente du sol urbain. Et puis Léon Walras, que vous connaissez peut-être, qui est le théoricien de l'équilibre général, mais qui est aussi, dans ses travaux, on peut dire d'économie politique, un théoricien du fait que l'État devrait être propriétaire de tout le sol, et y compris le sol urbain. Je finirai par les perspectives modernes, en évoquant le fait que Maurice Allais, le prix Nobel 1988, avait fait un lien entre la valeur de la terre, la valeur du sol et le niveau du taux d'intérêt, et que si les taux d'intérêt réels sont très bas, eh bien, ça fait monter le prix de tous les actifs, mais aussi le prix de cet actif naturel qu'est le sol urbain. Et puis, je finirai par ce qu'on pourrait appeler une version moderne du georgisme, en évoquant très rapidement quelques travaux que j'ai réalisés avec Étienne Wasmer sur ce sujet. Alors, pas de questions à ce niveau? Non? C'est clair? Alors, le débat avant la Révolution française. Donc, il y a un immense débat sur la propriété privée, sur est-ce qu'il faut le choix entre propriété privée, propriété commune ou propriété de l'État. L'État n'existe pas encore véritablement, c'est un embryon d'État au XIIIe siècle. Et en fait, je vais vous parler essentiellement de 2 auteurs, de saint Thomas d'Aquin, qui est le pape, on peut dire, de l'école scolastique. C'est l'Église qui réfléchit en termes de justice. Qu'est-ce qui est juste au regard des règles de l'Église? Et puis, John Locke, qui préfigure le mouvement des Lumières. Alors, donc saint Thomas d'Aquin
commence par cette réflexion qui est déjà dans Saint-Augustin, où la réflexion est que la terre est à tous. Pourquoi ? Parce que c'est un don de Dieu. Donc, personne ne peut légitimer le fait que la terre lui appartient, parce que comme c'est gratuit, eh bien, quand nous arrivons sur une terre, la terre devrait être partagée, la terre devrait être utilisée d'une manière communautaire. Donc, saint Thomas d'Aquin dit qu'en droit naturel, et en droit naturel ça veut dire en toute justice, la propriété commune devrait être la loi. Mais, et vous connaissez les arguments par, je dirais, les philosophes inspirés par le christianisme, généralement il y a un balancement. Donc ici, en droit naturel, ça devrait être la position idéologique qui devrait être défendue, c'est la communauté du sol. Mais il y a des inconvénients économiques et politiques qui sont plus des inconvénients pratiques. Et saint Thomas d'Aquin en décrit 3. On s'occupe plus du sien que du commun. Donc on s'occupe plus de ce que... Donc c'est un argument un peu d'incitation, si vous voulez. Il vaut mieux que chacun s'occupe du sien et la communauté crée des querelles. Donc, à cette position, je dirais, en termes de justice absolue, qui est la communauté, s'oppose un certain nombre de remarques de type économique et politique sur le fait que les incitations sont du côté de la propriété privée et, je dirais, la paix civile est aussi du côté de la propriété privée. Et donc, cette position de saint Thomas d'Aquin va conduire à une prise de position de l'Église officielle qui va être pour la propriété privée. Cependant, cette position est contestée par des communautés qu'on pourrait appeler, en tout cas, en dehors de l'Église officielle, que à cette époque on pouvait décrire comme hérétiques ou quasi-hérétiques, mais aussi par les communautés paysannes. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que dans le cas de l'élevage, dans le cas du pâturage, eh bien, il y avait énormément de terres communautaires. Il y avait en général autour du village les terres labourées qui étaient propriété privée du seigneur ou peut-être de quelques paysans. Et puis ensuite, il y avait des terres communes où on pouvait laisser les bêtes qui vous appartenaient se nourrir. Et donc, la communauté paysanne, renforcée par, je dirais, les gens qui sont en dehors de l'Église officielle, prône la communauté, et avec ce slogan, quand Adam bêchait et quand Ève filait, où était le gentilhomme, où était le seigneur ? Parce qu'à cette époque-là, évidemment, la propriété privée, c'était essentiellement la propriété d'une classe sociale très minoritaire qui étaient les seigneurs, et donc il y avait en même temps une contestation de la propriété privée, une contestation de la concentration. Mais cette position est restée minoritaire, et il faut attendre John Locke, qui est un théoricien qui a vécu donc de la philosophie morale et politique, qui a vécu au XVIIe siècle, donc c'est avant le siècle des Lumières, et John Locke lie la propriété au travail. Et généralement, quand on est un économiste, on comprend que le travail et le capital peuvent avoir des intérêts opposés dans le partage de la valeur ajoutée. Et donc, il y a le long conflit décrit par Marx entre les forces du travail et les forces du capital. Et ici, ce qui est intéressant chez John Locke, c'est qu'il lie la propriété privée au facteur travail, au travail. Et lui, sa formule, c'est que les fruits de la terre doivent appartenir à celui qui travaille. Non pas à celui qui possède la terre, mais à celui qui travaille. Et à partir du moment où les fruits de la terre, par exemple les fruits du fermier ou du métayer, doivent appartenir à celui qui travaille, ça veut dire que pratiquement la propriété doit revenir à celui qui laboure la terre. Alors évidemment, l'argument fonctionne pour la culture, pour les cultures, il fonctionne un peu moins pour l'élevage, parce qu'on peut être propriétaire de ses bêtes. Est-ce que ça implique
nécessairement que les terres de pâturage soient privées, on voit qu'il y a un petit peu un espace manquant un peu dans le raisonnement. Mais pour la terre urbaine, on peut dire que, eh bien oui, la terre urbaine, il faut d'abord la viabiliser, il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz. Et donc ça coûte pas forcément très très cher par rapport au prix de la terre, mais il faut quand même le faire. C'est un investissement. Puis ensuite, on construit. Donc on peut dire qu'on va bâtir la terre, on va la rendre utile. Et que donc, celui qui rend utile la terre, dans le raisonnement locquien, pourrait devenir, ça peut légitimer la propriété de la terre, même s'il n'avait pas ce type de propriété au départ. Je voudrais terminer cet exposé sur la pensée de la terre et des revenus de la terre en évoquant la première école d'économistes qui sont les physiocrates avec François Quesnay, où pour eux la richesse provient du sol. Et donc si la richesse provient du sol, pour financer les dépenses du souverain, pour financer les dépenses de ce qui est devenu l'État a beaucoup progressé entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, eh bien, cette école d'économistes recommande l'usage de la mise en place d'un impôt foncier sur le rendement du sol. Alors pourquoi c'est un bon impôt? Eh bien, tout simplement parce que le sol est en quantité fixe, et si le sol est en quantité fixe, si vous le taxez, si vous taxez son usage, eh bien, ça ne va pas changer la quantité de sol qui est disponible, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres biens. Si vous taxez d'autres biens qui sont produits, eh bien, ça va décourager la production de ces biens, et donc il va y avoir un effet de rétraction des biens disponibles. Alors qu'ici, ça ne peut pas être le cas pour le sol, parce que le sol, il est là. Et le sol, il ne va pas, je dirais, diminuer de taille en réaction à la taxation. Et donc, c'est le propriétaire du sol et non le fermier qui paye l'impôt foncier. Et donc, cette première école d'économistes va pousser pour l'adoption au moment de la Révolution française, mais aussi au moment de la Révolution américaine, parce que parmi les physiocrates, il y a quelqu'un qui a un nom célèbre, qui s'appelle Dupont de Nemours, qui donnera son nom, sa famille deviendra investira dans les débuts de la chimie, deviendra une major américaine dans ce secteur. Et Dupont de Nemours va persuader les rédacteurs de la première constitution américaine d'adopter ce qui est appelé en américain the property tax. Et la property tax, c'est une taxe sur la propriété de la terre ou la propriété de la terre et d'un immeuble. Donc, voilà ma première partie qui concernait donc un peu un rapide survol des idées autour de la possession de la terre avant la Révolution. Donc, à la Révolution, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un paradoxe qui a été noté par Tocqueville, mais aussi noté par un agronome britannique qui s'appelle Arthur Young, qui voyage en France juste au moment, un petit peu avant la Révolution française. C'est un agronome, un agriculteur, et il circule dans toute la France. Et il écrit un livre qui s'appelle Voyage en France. Et ce qui le frappe, c'est que la propriété était beaucoup plus morcelée en France qu'en Grande-Bretagne à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits propriétaires et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant qu'il n'y avait que les seigneurs et puis qui possédaient la terre, eh bien, il y avait en fait beaucoup de propriétaires, et il y a maintenant des historiens qui ont travaillé cette question et qui ont montré que sur les 27 millions d'habitants, et donc ça fait à peu près 12 millions de ménages, au moment de la Révolution française, vous avez 4,7 millions de propriétaires. C'est 33%. Aujourd'hui, 58% des gens sont propriétaires. Alors, attention, ces propriétaires, ce n'est pas forcément propriétaire de son logement, ça peut être propriétaire en particulier d'un hectare de vigne, de quelques arts de vigne, en particulier dans le Midi. Mais c'est un contraste saisissant avec la Grande-Bretagne, où encore en 1914, la moitié du pays
appartenait à 2000 familles, dont la couronne britannique. Donc, c'est une image qu'il faut abandonner en disant que est-ce que la Révolution française a porté sur l'inégalité de la propriété? Oui, elle a porté sur l'inégalité de la propriété, mais à partir d'une position où, en fait, la France était un pays relativement égalitaire et sans doute le plus égalitaire d'Europe. Et donc ça, c'est assez saisissant. C'est de dire que, finalement, on peut dire que la Révolution française a entériné le droit de propriété qui était déjà relativement, enfin, en tout cas, sinon bien réparti, en tout cas, pas totalement inégalitairement réparti. Donc ça renverse, si vous voulez, la causalité s'agissant de la Révolution française et du lien avec la propriété privée. Et donc, vous avez cette sacralisation en particulier dans l'article 2, où on dit que les droits, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est précisé que la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est, il y a quand même une restriction, lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc on a déjà ici, en fait, le droit d'expropriation. L'État peut exproprier s'il y a un besoin d'utilité publique, par exemple pour construire une route, pour construire une université, pour construire un hôpital, et s'il y a le propriétaire est compensé à la valeur du sol qui est exproprié par l'État. Alors, donc le paradoxe de la Révolution française, c'est que on sait qu'il y a eu une sorte de nationalisation des biens qui appartenaient au clergé, une nationalisation des biens qui appartenaient aux immigrés, et c'est devenu des biens nationaux, donc il y a bien eu nationalisation, et là, sans forcément une juste expropriation, et ces biens ont été déclarés biens nationaux et revendus par adjudication, c'est-à-dire par une vente aux enchères, au plus offrant. Alors, ça représentait tout au plus 10% du territoire, et les paysans arrivent à en acheter qu'un tiers, les autres, c'est en général les bourgeois des villes. Donc, on ne peut pas dire que la Révolution française a bouleversé la propriété privée en France. 10%, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus un bouleversement. Alors, la Révolution française pose aussi le principe des quatre vieilles. Vous avez 4 types d'impôts, dont un impôt foncier uniquement sur la terre, donc directement inspiré des physiocrates, un impôt sur la terre, enfin sur l'immobilier, et puis d'autres impôts, donc la future patente qui a été supprimée, qui est devenue la taxe professionnelle, puis après pour être séparée en plusieurs impôts, et un impôt sur les portes et fenêtres. Alors, ensuite, est-ce que cette société française a changé d'avis sur la propriété privée? Et là, je vais vous citer 2 exemples, Léon Bourgeois et Jean Jaurès. Donc Léon Bourgeois, c'est quelqu'un qui a fait une carrière relativement brillante sur le plan politique au moment de la fin du 19e et le début du 20e siècle. Donc il a été président du Conseil, il a été président de la Chambre, il a été président du Sénat. Et donc, c'est un théoricien du solidariste. Et je pense que c'était intéressant que vous ayez en tête le fait de sa déclaration comme quoi la propriété individuelle n'est pas simplement une conséquence de la liberté, elle en est aussi la garantie. C'est intéressant parce que aux États-Unis, il y a quelque chose d'autre que la propriété privée, qui est soi-disant la garantie de la propriété, de la liberté individuelle, c'est la légalisation du port d'armes par
chaque individu, pour se protéger de la dérive possiblement autocratique de l'État fédéral américain. Ici, ce n'est que simplement la propriété individuelle est une garantie de la liberté. Donc il renverse lui aussi la causalité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quelqu'un qui est... Donc, Léon Bourgeois était un radical. Vous savez que le parti radical était le centre de la vie politique française au moment de la Troisième République. Mais Jean Jaurès, un des grands créateurs du socialisme français, d'ailleurs il y a une avenue Jean Jaurès qui mène à l'université, eh bien, écrit également que, en fait, cet attachement à la propriété, il est peut-être lié à un caractère non pas simplement égoïste, mais à un caractère d'intimité et à même une émotion. Et il évoque, lui, l'homme du Midi, lui, l'homme d'Albi. Et pourtant, il est fort probable que, donc que les individus éprouveraient comme un manque et une diminution vitale s'ils ne retrouvaient plus à voir se dorer les grappes sur quelques cèpes à eux, rien qu'à eux, cette joie close où il y a plus d'intimité que d'égoïsme. Donc vous voyez que là, il y a effectivement une défense, au moins de la petite propriété. Vous ne trouverez aucun écrivain penseur de cette période qui n'est pas un farouche partisan, défenseur de la petite propriété. Alors sur la grosse propriété, c'est différent. Léon Bourgeois, que je viens de citer, parlait aussi des trusts américains. Donc c'est l'époque des barons voleurs, c'est l'époque d'avant les lois antitrust. Eh bien, Léon Bourgeois disait que les grands trusts américains étaient une utilisation complètement démentielle de l'idée de liberté. Monstrueuse, c'est l'adjectif que je cherchais. C'était une utilisation monstrueuse du concept de liberté d'arriver à bâtir des empires économiques. Et on en trouve cette idée encore dans le vote très récent d'hier de l'Assemblée nationale qui a instauré, peut-être pour un temps extrêmement court, une surtaxe sur les grandes multinationales. Donc c'est quelque chose qui est aussi très partagé dans l'inconscient français, la défense du petit et le fait de penser que les gros, bien évidemment les gros étrangers en plus, sont un dévoiement du libéralisme. Maintenant, je vais aborder... Alors, combien me reste-t-il ? Je suis à la moitié de mon exposé. 15 minutes. Très bien. Donc maintenant, je vais aborder plus... Je dirais, là, c'était des aspects historiques, philosophiques. Là, je vais aborder des aspects plus économiques pour dire comment les économistes peuvent penser ce choix entre taxer... comment aborder le problème de cette terre urbaine. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du milieu du XIe siècle apparaissent des grandes villes. Londres, Paris. Paris a 5 millions d'habitants avec sa banlieue avant la guerre de 14. Et donc, le débat se déplace de la terre rurale à la terre urbaine dans les pays développés. Le débat sur l'inégalité de la terre agricole reste important dans les pays en voie de développement. Et donc vous avez en fait deux voies. La première voie défendue par un Américain qui s'appelle Henry George, qui est de capter totalement la rente foncière, les fruits, le loyer, alors que Léon Walras est un partisan de la nationalisation. Donc il faut voir qu'entre ces deux positions, eh bien, quelque part, il y a simplement peut-être une différence de nature, mais ça peut être vu plutôt comme une différence de degré. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que taxer, c'est un peu nationaliser pour la partie taxée. Si vous taxez à 10% le revenu d'un bien, ben ça veut dire que quelque part, c'est comme si l'État s'immiscie dans la vie économique et dit ben moi, je fais partie aussi des actionnaires. J'ai aussi 10% du droit de propriété total et donc je réclame mon dividende. Donc on peut voir l'impôt comme un dividende et l'État comme un actionnaire
et ici comme un actionnaire du sol. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a peut-être, et ça, on va y revenir, le fait que la collectivité, s'agissant du sol urbain, eh bien, la collectivité, dans son ensemble, par un processus, disons, d'équilibre de Nash, d'agglomération, je vais y revenir, crée de la valeur. Et donc, si c'est une valeur collective, elle doit revenir à la collectivité. Alors, Henri Georges, donc, c'est quelqu'un qui a été très célèbre aux États-Unis et dans tous les pays, disons, anglo-saxons ou sous influence anglo-saxonne. C'est quelqu'un qui a été journaliste, homme d'affaires, écrivain, homme politique. Il a été à la Chambre des représentants. Il a fondé un parti politique, le parti georgiste, le parti de l'impôt unique. Et c'est quelqu'un qui a vendu son ouvrage. Donc c'est Progress and Poverty, qui est paru en 1879, et qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc au moment des 2 dernières décennies du 19e siècle, c'était un livre qui s'est plus vendu que la Bible aux États-Unis. Et 2 millions d'exemplaires, c'est considérable. Piketty, ça a été 3 millions d'exemplaires dans une planète à 8 millions d'habitants. Là, il y avait 1 milliard d'habitants, pardon, je parlais en milliards, 8 milliards d'habitants. Donc, ça a été un succès phénoménal. Alors, pourquoi ce succès? D'abord parce que c'est un livre intéressant. Je vous recommande sa lecture, au moins certains passages. Et lui se pose la question, pourquoi y a-t-il tant de pauvreté alors que les États-Unis de l'époque, 1879, sont en plein boom économique? L'association de la pauvreté et du progrès, c'est une grande énigme de notre temps. Bon, c'est peut-être une question aussi qu'on pourrait se reposer. Et donc pour lui, donc il a isolé, si vous voulez, un facteur qui est la croissance de la rente foncière au détriment des salaires et du profit. Et donc c'est une analyse qui, quelque part, reprend l'analyse classique, qui est de dire que vous avez le travail, le capital et la terre, ou les ressources naturelles, que la rémunération du travail, c'est le salaire, la rémunération du capital, c'est le profit, et la rémunération du sol ou des ressources naturelles, c'est la rente foncière. Et que, d'après lui, au fur et à mesure que les villes croissent, la rente foncière gagne sur les 2 autres parts que sont le profit et le salaire. Et voilà la phrase, l'accroissement de la population dans les villes va bénéficier aux propriétaires fonciers et non aux salariés, non aux capitalistes. C'est-à-dire que dans cette tripartition des revenus d'une société, eh bien, vous avez une concentration, une augmentation de la part qui revient aux propriétaires, non pas aux locataires, non pas aux capitalistes, mais à celui qui possède la terre. Alors pourquoi? Eh bien, ce phénomène a été décrit par des modèles, en particulier Krugman, Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel d'économie 2008. C'est ce qu'on appelle les économies d'agglomération. Et donc Henri Georges a une formule qui est assez frappante. Il dit que ce propriétaire dans une ville peut s'être couché et avoir dormi pendant longtemps. Pourtant, il est riche, non pas de ce qu'il a fait, mais simplement de l'accroissement de la population. C'est donc la densité de la population, l'accroissement de la population va mécaniquement, sur le territoire d'une ville, augmenter le niveau de la rente foncière. Pourquoi? Parce que la valeur de la terre dans une ville, ça dépend de sa localisation. Ça dépend de l'endroit où est la terre, où est le sol. Si vous êtes bien situé près d'actes de communication, si vous êtes par exemple près d'un centre commercial, là où il y a beaucoup d'emplois tertiaires, si vous êtes proche d'un bon réseau de transport et également d'aménités publiques ou privées, eh bien tout ça, ça va faire monter le prix de la terre. Donc le prix de la terre, il dépend en fait des externalités d'agglomération privée, du marché.
c'est le marché qui fait que les gens ont envie de s'agréger les uns aux autres parce qu'il y a des effets externes. Et puis, c'est aussi le fruit des investissements publics dans la ville, des investissements en termes d'infrastructures, en termes de superstructures. Et donc, ce prix du sol ne doit généralement rien, et sa valorisation ne doit rien à l'action de son propriétaire, et tout aux alentours à des phénomènes collectifs. Alors que, au contraire, à l'inverse, à contrario, l'amélioration de la construction d'un logement, si vous améliorez, si vous rénovez votre logement, si vous le mettez aux normes environnementales, en termes de chauffage, etc., eh bien, c'est effectivement l'action du propriétaire qui valorise la construction. Donc, dans cette dichotomie entre le foncier et le bâtiment, si le bâtiment n'est pas entretenu, c'est de la faute du propriétaire. S'il est bien entretenu et si, quelque part, il progresse en qualité, c'est le propriétaire qui, par son investissement, en est responsable, alors que la valeur du sol sous les pieds de l'immeuble, eh bien, c'est le collectif, finalement, et on ne peut plus trouver une cause, sinon l'action publique et l'action des marchés d'une manière générale. Et donc ça, c'est une théorisation de ce que Henri Georges a vécu à San Francisco, qui n'était pratiquement une ville inexistante avant 1840. Et il dit « L'arrivée continuelle de nouveaux immigrants a maintenu le salaire pour les peu qualifiés au minimum. » Bon, vous pouvez retrouver des analogies modernes. Et les économies d'agglomération plus l'anticipation de la croissance de la population a augmenté les loyers. Et donc les salaires réels ont été déprimés au strict minimum de subsistance. Et donc, il finit par cette conclusion. C'est comme si un immense coin séparait progressivement la population en deux. Ceux qui sont au-dessus du seuil s'élèvent et ceux qui sont en dessous sont écrasés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure d'avoir acheté, eh bien, ça sera de plus en plus difficile, si la ville augmente, de pouvoir acheter parce que le prix du sol va augmenter. Et donc, dans un des premiers slides, dans l'introduction, quand j'ai monté cette montée du prix du sol, cette montée du prix du sol, elle a forcément écarté beaucoup de gens qui voulaient devenir propriétaires en France, et c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays. Alors, par exemple, ici, vous avez le prix moyen de la parcelle de terrain constructible au niveau communal. Donc ça, c'est un travail très récent qui date du mois de septembre, que j'ai réalisé avec d'autres chercheurs, dont Étienne Vasmer et Guillaume Chapelle. Et donc, vous avez, plus c'est rouge, plus la valeur du sol constructible, du mètre carré, est élevée. Donc, vous avez... Alors, désolé, on n'avait pas les données pour la Réunion. Donc, c'est uniquement la métropole. Vous avez ici, donc, le centre de la France, vous avez plus c'est blanc, vous avez des prix de transaction. Ça provient des prix de transaction qui sont observés et qui sont après analysés d'une manière économétrique. Donc, vous voyez que les prix dans les zones blanches, ça correspond à des prix au mètre carré de 2 à 30 euros le mètre carré. 30 euros le mètre carré, si vous voulez bâtir une maison, il faut au moins à peu près 300 mètres carrés. Donc vous voyez que ça fait un prix du terrain qui est finalement très faible. 10 euros, ça vous aurez acheté le terrain. Si vous achetez 10 euros le mètre carré, ça vous fait 3 000 euros dépensés pour le terrain. C'est faible, très faible. Bon. Maintenant, si vous regardez les endroits comme la région parisienne, enfin, le centre de Paris, vous êtes entre 1 230 et 9 243 le prix du mètre carré. Donc si vous multipliez par 300, vous allez voir ce que ça va faire. Ici, évidemment, vous avez la côte méditerranéenne, beaucoup d'endroits sur la côte atlantique, les Alpes, Lyon et d'une manière générale les grandes métropoles. Donc vous avez une différence absolument fantastique. Vous avez une inégalité considérable. Et donc, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que des gens qui voudraient se déplacer de ces zones blanches vers les zones rouges, s'ils ont par exemple une maison dans les zones blanches et qu'ils la vendent pour acheter une résidence
dans les zones rouges, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un petit problème sur le fait que l'apport personnel dû à la vente du bien précédent ne va pas être suffisante. Et inversement, quelqu'un qui déboule de la région parisienne au moment de la retraite pour aller, par exemple, sur la côte basque, eh bien, il va avoir un pouvoir d'achat qui va lui permettre de remporter les enchères foncières et de s'installer à la place des gens qui travaillent, par exemple, dans des services collectifs. Donc, quel est le remède? D'après Henri Georges, 5 minutes. Il faut capter totalement la rente foncière. Donc Henri Georges prend parti contre la nationalisation par peur qu'elle augmente la machinerie de l'État. Et donc, il dit, je ne propose ni d'acheter, ni de confisquer la propriété privée des terres. La première serait injuste, le second inutile. Que les particuliers détiennent encore, s'ils le veulent, leurs biens, leurs terres, qu'ils continuent à l'appeler leur terre. Donc vous vous souvenez de l'argument de Jean Jaurès. Qu'ils l'achètent et la vendent, qu'ils la lèguent. Nous pouvons en toute sécurité leur laisser la coquille si nous prenons le noyau. Et le noyau, c'est quoi? C'est-à-dire que le loyer revient complètement à l'État. C'est taxé à 100% le loyer. Donc au lieu de verser le loyer au propriétaire, vous le versez à l'État. Et donc c'est le mouvement pour une taxe unique qui l'impulse et qui remplacera toutes les autres taxes. Alors quelles sont les objections politiques? Eh bien, celles-ci sont en fait liées au bénéfice économique d'une imposition, d'une offre inélastique. Le propriétaire va comprendre qu'il ne peut pas reporter en fait sur le locataire. Donc il ne peut pas échapper à la taxe en reportant ce propriétaire parce que l'offre de terre est totalement inélastique. Et donc, lorsqu'il va y avoir dans un État démocratique discussion sur l'adoption d'une telle taxe, eh bien, les propriétaires terriens vont se défendre farouchement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'échappatoire. Ils vont tout faire pour bloquer ces réformes dans cette direction. Et donc, ça explique, je dirais, la relative infortune de cette proposition politique au XIXe siècle et dans la première partie du XXe. Alors, je voudrais finir sur Henri Georges pour dire que eh bien, le jeu du Monopoly, en fait, est un héritage d'Henri Georges. En effet, parmi les disciples d'Henri Georges, il y avait une dame qui s'appelait Elisabeth Maguy. Et elle s'est fait connaître en voulant dénoncer l'inégalité entre les hommes et les femmes à cette époque-là. Et elle a envoyé une petite annonce à des grands journaux américains en disant « Voilà, je me marierai avec celui qui me proposera la plus forte somme. » Donc elle s'est mise aux enchères, évidemment. Mais il y a quand même des gens qui ont répondu. Et donc cette dame a créé le Landlord Game en 1903 et elle invente le plateau du Monopoly, elle invente les différents types de propriété avec les valeurs, les rentes foncières. Et le jeu peut être joué en deux modes. Le mode standard, je dirais, purement marchand, dans une économie où il n'y a pas de taxes, et puis avec un mode politique où eh bien, la taxe georgienne est mise en place. Et donc pour voir comment, à titre pédagogique, illustrer comment ça peut fonctionner la taxe georgiste. Et avec d'autres collègues de Marseille, on a ressuscité cette version sous le nom du Tour des propriétaires, en partant de Notre-Dame de la Garde, et puis avec différents lieux qui sont connus à Marseille, avec des lieux aussi qui peuvent être achetés par l'État, où on décompose la valeur du logement entre la valeur de la terre et la valeur du construit. Donc on peut être propriétaire de la terre et propriétaire du construit, ou vice-versa, sans lier les deux automatiquement. Et on a, disons, différents jeux de taxes pour faire comprendre comment ça modifie l'équilibre économique sur le marché du logement. Donc je suis en train de finir avec mes collègues eh bien, une version qui pourra
dont le but est d'être envoyé dans tous les lycées de France et dans les classes d'économie et les universités de France pour pouvoir être joué. Donc j'espère que dans quelques mois, vous pourrez me dire si vous avez éprouvé du plaisir à jouer ce jeu. Alors, l'autre solution, c'est celle de Léon Walras. Donc, Léon Walras, lui, suit une idée en fait de son père. Il est pour l'annexation complète des terres. L'État achète, loue au plus offrant par adjudication. Donc, l'État achète toutes les terres. Il s'endette. Il loue ensuite au plus offrant par adjudication, ce qui lui permet de percevoir des loyers qui lui permettent de rembourser l'emprunt pour financer l'achat des terres. Bon. Cette solution n'est pas mise en place, mais si maintenant j'aborde très rapidement ma dernière partie pour dire quelles sont les perspectives modernes. Bon, je vous ai déjà décrit le fait qu'il y avait une hausse de la part du foncier dans le patrimoine des ménages qui a été très rapide et qui illustre le poids des effets d'agglomération dans les villes. Sur l'héritage walrasien, bien, vous avez un certain nombre d'États qui ont choisi cette solution. En particulier, je voudrais citer la ville-État de Singapour. Donc Singapour a été indépendant en 1965 et dès 1967, en fait, ils ont une loi sur l'acquisition foncière où l'État va racheter tous les terrains disponibles et aussi les terrains sur lesquels étaient construits des bâtiments. Et ils rachètent les propriétés. Alors c'est ça l'astuce, parce qu'on peut dire Singapour au départ, bon, c'est devenu une ville très très riche, mais en 65, 67, c'était un petit port. C'était pas encore un des grands hubs de la mondialisation. Et donc l'idée, ça a été de racheter à la valeur initiale, à la valeur pré-développement. Donc c'est en fait une grande partie d'expropriation. Et maintenant, vous avez 75% de la terre qui est publique. Et donc, vous devez verser un loyer pour la terre à Singapour. Vous avez une occupation de type bail amphithéotique. À Amsterdam aussi, la vaste majorité de la terre appartient à la municipalité. Vous avez un bail foncier, un droit d'utiliser le terrain pendant une période de 50 ans. Donc on pourrait citer comme héritage de Walras le logement social, bien évidemment, qui est effectivement une façon de nationaliser une partie de la terre et de bâtir du logement. On pourrait partir aussi sur l'idée que les réserves foncières qui ont été constituées dans un certain nombre de villes, Rennes et Lyon après la guerre, ce sont aussi des stratégies qui proviennent de l'héritage walrasien. Alors, l'héritage d'Henri Georges, je ne vais pas vous parler de la lettre de Gorbatchev, envoyée à Gorbatchev de 30 économistes qui lui disent « Ne refaites pas l'erreur des systèmes capitalistes. Il faut taxer d'abord la terre. Après, vous pouvez taxer le capital, les salaires, etc. Mais n'oubliez pas de taxer la terre. » Et d'ailleurs, il y a une taxe sur la terre de 0,3% sur la terre résidentielle agricole et les terres d'utilité publique, ainsi qu'un taux de 1,5% sur les terres urbaines. À Taïwan, vous avez aussi une taxe entre 1,5% et 5,5% qui génère 8% des recettes fiscales. Sur l'Europe et les États-Unis, je citerai le Danemark, où vous avez un taux de 0,2% sur la valeur de la terre, l'Estonie, le Luxembourg, qui est sur la voie d'adopter une taxe foncière à 0,2%, le land de Bade-Württemberg, qui, avec l'aide de la société française Capgemini, met en place une taxe sur la terre. Oui, on est cerné, hein. Luxembourg, Bade-Württemberg. Bon, vous avez une vingtaine de villes en Pennsylvanie où vous avez un impôt sur la fameuse propriété, la taxe sur la propriété, property tax, qui est divisée en deux, un taux sur le foncier qui est beaucoup plus élevé, qui est 2 fois plus élevé que le taux sur le bâti. Et puis vous avez eu, dans les échecs, une tentative pendant l'entre-deux-guerres au Royaume-Uni qui a échoué après la Première Guerre mondiale. Alors, il me reste combien ? Moins 5.
Bon. Donc, je vais simplement vous dire que Maurice Allais, le prix Nobel, qui était un grand libéral sur le plan politique et économique, a défendu une taxe sur la terre après avoir été un militant d'une propriété publique de la terre. Après, il a considéré que ça pouvait être dangereux pour les libertés politiques, et donc il a milité pour une taxe, en fait, une taxe à 2% sur la terre, sur les immeubles, sur le stock, sur le machine et la terre, dans son ouvrage L'impôt sur le capital et les réformes monétaires. Mais le point crucial de l'analyse d'Allais, c'est de dire le taux d'intérêt réel va baisser, donc taux d'intérêt réel déflaté des anticipations d'inflation, il va baisser vers 0%, parce qu'il va y avoir un épuisement du progrès technique, et que donc on va naturellement, alors, il n'avait pas fixé la date, mais on va vers une tendance où les taux d'intérêt réels vont être très bas. Et en fait, le prix d'un actif, c'est toujours le loyer sur le prix, sur le niveau du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt au dénominateur est très bas, eh bien, le ratio, il monte tendanciellement vers des sommets. Et donc, si on regarde ce qui est derrière la montée du prix de tous les actifs, la montée de la richesse, la montée des patrimoines, mais aussi la montée du valeur du sol, eh bien, c'est cette baisse tendancielle du taux d'intérêt réel. Donc là, depuis pratiquement saint Thomas d'Aquin, donc c'est ici un travail de la Banque d'Angleterre. Donc ça, c'est avant le Covid. Vous voyez que vous avez une sorte de baisse tendancielle. Bien sûr, vous avez des phénomènes cycliques et puis d'autres phénomènes qui interviennent. Mais il y a quand même une tendance à la baisse des taux d'intérêt réels qui soutient l'idée du fait qu'on est parti pour longtemps pour une hausse du prix de la terre, ou en tout cas pour des prix élevés. Voilà. Je vais finir juste simplement sur le fait que j'ai, non pas pour que vous achetiez tous ce livre, parce que sans ça, ma fortune va augmenter, donc c'est pas, j'espère que vous iriez à la bonne bibliothèque que j'ai vue, simplement que j'ai écrit avec mon collègue Étienne Vasmer un livre sur le grand retour de la terre dans les patrimoines, et pourquoi c'est une bonne nouvelle en 2022 chez Odile Jacob, et où on prône, disons, des versions georgistes, pas aussi extrêmes que lui, mais à peu près quand même inspirées par cet esprit qu'il faut taxer beaucoup plus les propriétaires fonciers du sol. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Bonjour, merci pour la conférence et les explications. Je me demandais par rapport à la thèse georgiste de mettre un taux d'impôt à 100%. Là, dans ce cas, les propriétaires ne pourront pas faire peser ce poids-là sur les locataires, mais du coup, ils n'auront aucun intérêt à faire payer un loyer, de ce que je comprends. Du coup, je voulais poser cette question-là. Et aussi, si jamais on met un impôt inférieur à 100%, ils pourront le faire peser 100% sur les locataires qui sont pris à la gorge vu qu'ils ont besoin d'un toit. Du coup, je voulais un peu élucider cette question. Parce que forcément, si on monte une taxe, c'est les travailleurs in fine qui vont le payer. Donc, vous avez tout à fait raison d'indiquer qu'il y a un problème incitatif, évidemment, pour le propriétaire de louer, parce que s'il loue à 100%, si la taxe est à 100%, pourquoi pourquoi louerait-il? Donc, c'est évidemment, ce n'est pas pour rien dans l'échec de cette taxe. Et c'est pour ça que des versions plus modérées tiennent compte de cette contrainte incitative. Alors par contre, vous semblez penser que cette taxe sera supportée in fine par les locataires, si je comprends bien votre question. Alors, je dirais qu'il n'y a pas, comme la taxe sur la terre, disons, Georgie, une taxe, par exemple, nous, on est parti avec Étienne Vasmer sur une taxe sur 1% à 2% de la valeur de la terre, de la valeur du foncier. Il n'y a pas encore, disons, d'articles économiques
qui part de cette expérience et puis essaie de regarder quelle est l'analyse d'incidence. Mais en théorie, mais je mets entre guillemets, parce qu'il y a la théorie, puis quelquefois les résultats ne confirment pas, pour différentes raisons qu'il est bon de chercher à expliquer. En tout cas, en théorie, si l'offre de terre urbaine est fixe, eh bien, la taxe doit reposer sur les propriétaires fonciers. Donc, il n'y a pas, a priori, de moyen dans un marché concurrentiel de reporter la taxe sur les locataires. Donc ça, c'est ce que dit la théorie. Maintenant, on cherche, enfin, on travaille sur essayer de voir si cette idée, cette conjecture théorique peut être violée empiriquement. D'autres questions ? Oui, je voulais revenir sur l'idée donc de georgisme. Si toute la terre revient au collectif, enfin, l'idée donc de mettre toute la rente qui revienne au collectif, ça évite donc que le propriétaire, comme on disait, s'endorme et il fait rien et ça revient pas au collectif. Mais du coup, ça va pas jouer sur la hausse des prix en terre urbaine. On est d'accord. Et c'est ce que vous montrez à la fin, c'est que ça va continuer d'augmenter, les terres vont continuer d'augmenter, on ne peut pas jouer là-dessus, on peut jouer donc juste sur l'inégalité entre le propriétaire et le collectif qui ne reçoit rien. Alors, donc, merci pour votre question. Moi, je la comprends comme est-ce qu'une taxe de type georgiste réaliste, mettons de 1 à 2%, peut venir contrecarrer la hausse du prix des terres. Voilà. Donc, cette hausse du prix des terres, elle a deux phénomènes. Il y a deux phénomènes qui sont derrière. Un, il y a le fait que tout le monde va habiter au même endroit. Bon, et là, c'est un phénomène de demande. Deux, elle a aussi un phénomène transitoire qui est le fait que vous avez des phénomènes d'anticipation, de bulles, enfin, ou de quasi-bulles, c'est-à-dire que des gens anticipent qu'il va y avoir une croissance des prix. Et donc là, dans ce cas-là, si vous avez une croissance des prix, une anticipation qui n'est pas vérifiée, le fait qu'à chaque année, vous devez payer 1%, mais 1% de la valeur de marché, si cette valeur de marché monte sans que les rendements, sans que les loyers montent, eh bien, à un moment donné, ça va encourager la force de rappel, donc vers une absence de bulle. C'est-à-dire que pour que, effectivement, il restera l'impact de la demande, mais les phénomènes transitoires de bulle, tout ça, devront être plus courts et moins violents. Mais je voudrais aussi signaler deux bons aspects sur l'évolution des prix. La première, c'est que si on regarde la situation de la France, vous avez à peu près 80% de résidences principales, vous avez 10% de résidences secondaires et vous avez à peu près 8% de logements vacants. Alors il y a beaucoup de raisons pour cette vacance, mais on peut se dire que si vous taxez à 1% ou 2% la valeur du foncier et que vous laissez votre logement vacant, eh bien, très rapidement, les gens vont se dire mais ça me coûte très cher. C'est en fait une multiplication. Aujourd'hui, on peut considérer que le foncier en France est taxé à 0,3-0,4%. Là, ça serait taxé à entre 1 et 2%. Donc les gens, ça va augmenter considérablement le coût de la vacance. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, soit je remets mon bien à louer sur le marché, et à ce moment-là, ça va augmenter l'offre et ça va faire diminuer les loyers, et donc diminuer la valeur de votre bien. Soit vous allez vous dire, moi, je n'ai pas envie de m'embarrasser à louer, et donc je vais vendre mon bien. Et donc ça va remettre des biens sur le marché plus rapidement, donc il va y avoir un taux de rotation plus rapide, et donc ça va faire normalement baisser le prix de vente. Donc on peut penser que, alors là, si on fait tourner un certain nombre de modèles, on peut penser qu'une taxe de 1 à 2% pourrait faire baisser de 8 à 10% le prix du sol. Voilà. C'est pas encore 50%, etc., mais c'est pas
pas totalement négligeable. Bonjour, merci pour la conférence. Donc ma question c'est dans quelle mesure l'équilibre de nage intervient dans la notion de taxer ou nationaliser, parce que vous avez mentionné l'équilibre de nage quand vous avez parlé de taxer ou nationaliser. Merci beaucoup. Alors, si j'ai parlé d'équilibre de Nash, si j'ai vraiment employé le terme d'équilibre de Nash, c'est une erreur totale de ma part. Voilà. Donc, je sais pas. J'ai parlé. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de. Là, je suis dans des raisonnements de marché d'équilibre partiel. Donc, c'est pas. Voilà. D'autres questions? Pardon? Pour les effets d'agglomération. D'accord. Mais. Oui. Bon. Bonjour. Alors, vous avez parlé du coup du système de Léon Walras et vous avez dit que Singapour utilisait ce système et que Singapour mettait un taux donc à 75%. Et je me posais la question suivante, où vont les 25% restants si l'État est propriétaire du bien? Alors, le taux de 75%, c'est le taux de propriété publique à Singapour. Donc 75% du sol est possédé par l'État singapourien. Et 25%, c'est du sol qui appartient à des personnes privées. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour, je vous remercie. Je suis Gibota Eric, je suis en classe de terminale et membre de l'atelier Sciences Po lycée Lille-et-Geoffroy. Ma question porte sur la quatrième partie de votre exposé et notamment sur les perspectives modernes concernant le logement social. On entend aujourd'hui beaucoup dans les médias une éventualité concernant le droit à la propriété sociale après une certaine durée d'occupation, c'est-à-dire que par exemple un locataire d'un logement social, au bout de 15 ou 20 ans d'occupation, on pourrait lui attribuer le logement et lui faire devenir propriétaire. Est-ce que ça serait possible d'avoir votre avis sur cette éventualité? Oui, alors ça s'appelle le BRS, effectivement, où vous pouvez, sous certaines conditions, racheter un logement qui était social. Vous ne pouvez pas faire de... Alors c'est quand même un encadrement relativement fort de la propriété privée. D'une part, vous ne pouvez pas le louer, c'est uniquement en résidence principale. Et si vous le revendez, vous pouvez globalement ne pas faire de plus-value. Donc, en fait, c'est un peu, je dirais, réintégrer la préoccupation de Jaurès sur l'intimité, avoir quelque chose à soi, mais qui ne rentre pas complètement dans le système d'économie de marché. Donc c'est effectivement, il y a à peu près 10 000 logements en BRS en France qui ont été vendus, qui sont gérés sous cette loi. Il restera, alors effectivement, c'est une aide à l'accession, puisque effectivement, c'est le prix pour rentrer dans un bien est beaucoup plus bas que le prix de marché. Donc ça permet, mais ce n'est pas la pleine... le plein droit de propriété. Donc le droit de propriété est restreint. Donc je pense qu'effectivement, alors évidemment, ça, une fois que vous louez en BRS, enfin, qu'il y a un acquéreur en BRS, il peut après le revendre à quelqu'un, mais sans bénéfice, ou éventuellement à le redonner, enfin, à le revendre au parc social. Donc je dirais qu'on est au départ d'un phénomène. Est-ce que c'était la solution pour, en particulier, permettre à des gens qui occupent, enfin, qui ont des emplois d'utilité publique, infirmiers, pompiers, instituteurs, policiers, etc., de continuer à pouvoir vivre en ville, en proximité de leur lieu de travail, et d'avoir un lieu un petit peu intime, c'est à voir. Enfin, on est au départ de quelque chose. Bonjour, merci pour la conférence. On constate depuis plusieurs mois que l'État cherche à plus de recettes fiscales, plus de fonds. Avec votre proposition, avec Étienne Wasmer,
combien est-ce que on pourrait espérer de recettes fiscales, et est-ce que votre proposition a irrigué un peu les débats chez les politiques, et si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons, à votre avis? Quels sont les verrous à mettre en place votre proposition? Merci. Alors, merci pour la question. Alors, on a une proposition de réforme minimale qui est de taxer à 1% la valeur du sol. Ça rapporterait à peu près 60 milliards d'euros. Avec ces 60 milliards d'euros, on peut remplacer toutes les taxes existantes, comme la taxe foncière actuelle, qui est en fait plutôt une taxe immobilière. On peut supprimer les droits de mutation à titre onéreux, qui grèvent lorsque vous achetez un bien, vous devez payer 7% de frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire. Vous pouvez supprimer la TVA sur la construction de logements neufs. Vous pouvez supprimer aussi l'impôt sur les revenus fonciers, etc. Donc en fait, c'est alors à ce moment-là un unique impôt sur l'activité foncière immobilière en ne taxant que la valeur du sol. Après, on a une proposition plus ambitieuse qui est de se dire le financement de la sécurité sociale a été inventé en 1945 à une époque où la rente foncière était très faible. Comme je dis, la valeur du logement, le logement, ça occupait 10% du budget d'une famille en 1945. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc, il y avait pourquoi ne pas mobiliser les propriétaires fonciers sur le financement, par exemple, de la sécurité sociale et de diminuer la part qui est très élevée sur le travail. Donc, les 60 autres milliards, si on avait 2%, ça serait 120 milliards, qui permettraient de baisser les cotisations salariales ou patronales sur le salaire. Vous savez qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, etc. Enfin, alors, est-ce que quel est le succès auprès des politiques? Je peux dire que nous avons déjà exposé cette possibilité de réforme à un grand parti politique que je ne citerai pas, et que les échanges continuent, mais que je pense que c'est quelque chose qui va demander du temps, parce que l'idée n'est pas aussi simple que d'autres taxes qui sont dans le débat public. Il faut quand même réfléchir, comprendre un petit peu la sociologie, l'économie et l'économie du marché du logement, le fait que ça dysfonctionne complètement en France. Donc ça va demander du temps. Cahuc m'a dit une fois, quand tu lances une idée, entre le papier de recherche ou le livre, et le fait que ça puisse être incorporé dans un programme politique, c'est 10 ans. Là, ça fait que 3 ans. Donc, il reste au moins 7 ans. Merci pour votre conférence. Enfin, j'ai 2 questions, mais qui sont très rapides. La première, elle est, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de réduire cette taxe foncière pour des logements qui ont fait des rénovations énergétiques nécessaires et donc qui, in fine, seraient très peu énergivores, leur attribuer une taxe un petit peu peut-être inférieure par rapport à ce que vous conseillez dans votre livre. Et le deuxième, c'est plutôt sur des questions de données. Après le Covid, enfin en tout cas, post-Covid, on avait vu que beaucoup de personnes quittaient les grands milieux urbains pour aller dans des communes plus rurales. Est-ce que justement, vous avez des chiffres sur l'inégalité à l'accès aux propriétés dans ces milieux ruraux? Est-ce que ça a aggravé les choses ou bien pour l'instant on n'en sait pas? Oui. Alors, sur le fait qu'on puisse améliorer et éventuellement subventionner l'habitat, les améliorations de l'habitat, il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que dans le système qu'on propose, l'habitat n'est plus du tout taxé. Vous devez respecter évidemment
le règlement d'urbanisme. Mais le service des impôts ne s'intéresse plus du tout au savoir si vous avez mis des panneaux solaires, si vous avez agrandi votre propriété, mis une pièce supplémentaire, installé une piscine. Ça ne va pas changer d'un iota la base fiscale. Donc ça veut dire que la construction n'est plus du tout taxée. Donc ça doit a priori entraîner un boom de la rénovation, de la construction. Par exemple, la TVA sur la construction, c'est quand même 20%. Sur votre donc, deuxième question, qui est, rappelez-moi, sur... Ah oui, l'accès. Alors là, effectivement, si je reviens simplement sur le prix du sol, alors vous avez tout à fait raison. On sait que, par exemple, il y a eu à peu près 100 000 Parisiens qui ont quitté Paris et qui se sont installés dans différents endroits de province. Et ce qu'on constate, c'est que quand on regarde l'évolution des prix a été plus élevée à Paris jusqu'à la crise Covid que dans les zones rurales. Et ensuite, les prix ont progressé plus vite dans les zones rurales qu'à Paris et qu'aussi à Lyon. Donc il y a eu un rattrapage. Donc on peut penser que cette arrivée de ce flux de nouvelles populations des centres des grandes villes a fait monter les prix, effectivement, et on le constate sur les indices de prix du logement. Merci. Donc une toute dernière question, je crois que c'était là. Alors, sur les salaires, en tout cas, sur le fait qu'il puisse y avoir une progression encore de la concentration de la population dans les grandes villes, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde la France métropolitaine, les emplois continuent d'augmenter dans les centres des grandes villes, alors que les emplois diminuent dans les zones rurales et dans les petites et moyennes villes. Ça, c'est le tableau général. Donc, on peut effectivement continuer à anticiper jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une autre évolution technologique qui infirme cette ruée vers les plus grandes villes. Bon, il y a aussi un deuxième phénomène qui est le fait que les jeunes trouvent dans les grandes villes un mode de vie qui correspond à leurs aspirations, à leurs préférences, alors que, quelque part, même s'ils ont un emploi dans les campagnes ou dans les petites villes, ils ont l'impression de s'y ennuyer. Donc il y a aussi une question de préférence. Alors, face à cet, je dirais, accroissement prévisible de population dans les grandes villes, effectivement, ça ne peut qu'alimenter disons, les arguments pour taxer plus la rente foncière. Mais si on taxe plus la rente foncière, ça veut dire que c'est les propriétaires qui vont quelque part rendre à la collectivité une partie du bénéfice de cette densité plus élevée. Et donc, ça veut dire que les municipalités vont avoir un retour via des recettes fiscales plus élevées, et que donc elles vont pouvoir, par exemple, financer éventuellement des programmes d'accession à la propriété du type BRS ou de logement social, etc. Donc, il faut voir qu'il peut y avoir un circuit vertueux, parce que là, j'ai parlé de cette taxe foncière, mais je n'ai pas dit ce qu'on pouvait en faire. Et donc, il peut y avoir une utilisation qui permette de continuer à pousser vers la réduction, c'est-à-dire parce que la seule possibilité de baisser les prix, c'est augmenter l'offre. Et alors, il y a aussi éventuellement des problèmes du côté des règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme ne doivent pas empêcher la construction d'immeubles de relativement grande hauteur. C'est aussi une chose qui va tout à fait dans le sens de l'écologie, de la loi climat et résilience, avec le fait qu'il y ait une limitation
de l'augmentation du foncier disponible dans les villes. Il y a donc une régulation qui est en train de se mettre en place et qui doit être totale en 2050. En 2050, la surface urbaine dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants ne doit plus s'étendre. En tout cas, s'il y a une extension d'un côté, il doit y avoir une régénération de la nature d'un autre côté. Donc la totalité du sol urbain doit rester constante pour préserver les sols, pour des questions, différentes questions d'écologie. Et donc ça veut dire qu'il faut accepter de construire plus haut. Donc, alors je voudrais finir, puisque c'était la dernière question, en revenant peut-être sur le fait, sur l'équipe de Nash, sur le fait qu'effectivement, on peut dire, parce que c'était un point que je n'avais pas du tout développé, si je peux me permettre pendant 30 secondes, c'est de dire qu'effectivement, le fait que les propriétaires privés capturent 100% de la rente urbaine qu'ils n'ont pas contribué à créer, eh bien, ça peut être décrit comme un équilibre de Nash qui va être sous-optimal et que la taxation de la rente foncière, c'est un moyen de quitter cet équilibre de Nash non coopératif, non optimal, et de se rapprocher d'un optimum de Pareto. Voilà, on peut le décrire comme ça. Je n'ai pas voulu le décrire complètement parce que ça employait peut-être des termes que vous ne connaissiez peut-être pas, ou je n'étais pas sûr que vous les connaissiez, mais je vous remercie de votre question qui m'a permis d'approfondir dans cette direction. Merci.